page 156, le festival du café-théâtre francophone à l'Agora surfe sur la mode du café-théâtre. Oui. Donc à là, l'époque, c'était très... Tu as une offre culturelle qui n'est pas de la scène nationale, qui n'est pas du spectacle... Enfin, en accord avec la scène nationale, c'est pas mais on est, eux, mais... Ben on est sur des formes qui sont plus populaires. Voilà. Qui sont moins... Enfin, plus populaires, je ne sais pas, mais qui sont plus... qui ne sont pas dans le classique, quoi. Parce que ce qui se joue dans l'histoire culturelle, c'est indirectement ce dont on se parle, c'est que le festival de bande dessinée, café-théâtre, c'est pas de l'art. Non, et comme tu pars et tu dis que tu valorises l'apprentissage et la pratique des gens, des habitants, tu vas te retrouver confronté à ça, c'est-à-dire à proposer des choses qui correspondent plus à leur pratique. Oui. Aujourd'hui, on dirait, il y a plein de mômes qui font du YouTube, on va créer un festival du YouTube. Tu vois. Oui, oui. Et étonnamment, on pourrait penser que puisque tu dis que l'identité de la ville se fait l'affirmation d'une identité locale dans ce chapitre 5, que l'identité se fait par la vie culturelle, on aurait pu penser que tu aurais privilégié, c'est là où je voulais revenir, l'art public, un musée, une institution assez grande, un centre d'art contemporain ou un centre départemental. C'est pas finalement un axe très fort dans ce que vous avez fait, qui peut sembler presque trop modeste. J'étais pas trop institutionnel, enfin j'avais pas une conception, alors j'aurais peut-être changé aujourd'hui, hein, mais j'avais pas une conception très institutionnelle de la vie culturelle. Pour moi c'était vraiment le terrain. Fallait que ça bouge, fallait que ça remue tout le temps, quoi. Et alors, donc, je peux te comprendre avec la logique de ton militantisme et avec la personnalité que je devine que tu as. Par contre, en tant que maire, député d'une ville nouvelle qui doit devenir la capitale de l'Essonne, je me dis que tu fais une erreur. C'est facile à dire, hein, je suis sur mon siège. C'est vrai que je pensais peu institution à ce moment-là. En tout cas, des pôles assez forts qui aujourd'hui feraient dire sur l'Île-de-France, on compte. C'est-à-dire ça n'assurait pas la durabilité, quoi. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Sauf à imaginer, pour faire de la politique fiction, que le café-théâtre se développant, que quelqu'un qui aurait un profil comme Mora ou comme Pasco aurait tenu le truc et qu'un lieu se crée, comme la compagnie de théâtre à Viry-Châtillon, tu sais, qui a duré et qui est devenue l'école de théâtre l'été à un moment donné. Donc des gens qui finissent par entrer dans l'institution. Tu n'as pas eu cette logique de développement culturel, en fait? On l'a eu un peu... si, les ateliers d'art plastique, c'est ça, une personnalité au départ, mais ça dure. L'école de musique, c'est pareil. Tu cites le Lac en Fête? Je cite le Lac en Fête, une initiative d'ailleurs à laquelle je ne suis pas du tout à l'origine, c'est les gens de Courcouronnes qui sont à l'origine. Voilà, mais qui correspond au profil de choses que tu pourrais aimer valoriser. Et tu cites aussi l'âme, la valorisation du mécénat. Oui. Mais qui là aussi, pour tous ces exemples, BD à Liszt, la force vient de ses acteurs, mais la fin vient de ses acteurs. Oui. Mais c'est vrai que ça m'a honnêtement pas préoccupé à l'époque. Le bouillonnement me paraissait plus important que la durée, quoi. Et c'est là où, pour parler de ton successeur, on a Manuel Valls qui arrive en 2001, il y a un petit entre-deux qui fait que c'est pas tout de suite il n'est pas tout de suite après toi. Il y a un an, oui. Mais entre-deux, si on peut en dire quand même quelque chose, même si politiquement ça a secoué tout le monde, c'est que Pierre-Jean Bagnoul, c'était quelqu'un du terrain et de l'animation sportive, qui étant peut-être ton adjoint au début, veut se présenter. Et donc on pourrait penser qu'il y aurait eu plus de continuité historique et de territoire par ce moyen-là, ou en tout cas, faute de parler de Banyuls quand il n'est pas là, que Valls aurait moins cette culture de faire durer les initiatives dont tu parles là. Est-ce que c'est pas aussi une rupture, je dis parachutage, mais finalement tu as été parachuté au début, mais tu as un ancrage dans ce qu'on décrit qui fait que tu rencontres les habitants, que tu habites sur place, et que le milieu associatif bénévole te nourrit et t'aide. Oui. En 2001, il ne se passe pas la même chose pour Valls. Il arrive comme quelqu'un qui a des idées fortes et qui a un tempérament fort, qui veut sans doute un destin national. Peut-être dès 2001, il en a l'idée. Et qui donc s'appuie moins sur l'ancrage local et donc fait disparaître ce qu'on décrit là. Il y a probablement de ça, et il y a aussi que, entre-temps, plus de 20 ans se sont passés, et que donc il n'y a plus la même disponibilité des gens à créer. En plus, alors, ça c'est le problème, on revient au problème de la mixité sociale. Cette floraison d'initiatives des années 80,
elle est quand même liée aux classes moyennes supérieures qui étaient sur la ville. Tous ces gens dont on parle, ils en sortent. Hein. C'est des techniciens, des cadres moyens, etc., ou supérieurs. Je te suis d'autant plus que nombre des élèves des ateliers d'art plastique viennent de Soisy, viennent d'Étiolles. C'est-à-dire sans doute l'endroit où sont encore ces classes supérieures moyennes. Je me souviens on a eu une période extrêmement difficile financièrement au début des années 90, liée à l'arrêt de la construction. Et donc j'ai demandé à l'école de musique de faire quelques économies. Et en regardant le budget de l'école de musique, je me suis aperçu que le quart de la dépense de l'école de musique, c'était pour les 10 élèves les plus hauts, ceux qui préparaient les grands concours, dont 6 étaient de Soisy et d'Étiolles. Oui. D'autant qu'il ne faut pas que ce que je dise donne une fausse idée. Le nombre des élèves viennent adultes, grands, retraités. Oui, aussi, oui. Des mômes des quartiers, il y en a plein. C'est le passage, justement, sans doute la mobilité des jeunes adultes, le fait qu'il y ait beaucoup de transport, que le travail se soit éloigné, fait que... Par contre, ce que je te disais là, c'est que finalement, la transition, la passation de pouvoir avec ta génération se fait pas ou mal, j'ai l'impression. Il y a eu une forme de rupture, oui. Dans la logique culturelle, qui fait que, indépendamment de critiquer ou pas ton successeur, on est aussi avec ce développement individuel qui fait qu'on est plutôt sur des droits individuels à la culture. Mais c'est vraiment deux générations, deux manières de vivre la vie sociale différentes. Ouais, vraiment, quand je suis arrivé aux Pyramides, les gens voulaient vivre en collectif. Oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et la date, tu m'y fais penser, pour avoir interviewé le directeur du théâtre d'aujourd'hui, Christophe Blandin-Estournay, que tu connais, qui habite ici, enfin fréquent, qui habite sur ce territoire et dans cet immeuble. Ah bon? Il habite les passages? Voilà, les passages. Il met cette date de transformation avec la crise des intermittents qui est à peu près les mêmes années. Oui, en effet. Le changement du statut de la culture, en fait. Alors c'est là où je fais de la fiction et j'en arrive à ma conclusion, c'est que aurait peut-être pu être évité s'il y avait eu plus d'institutions culturelles créées sous tes mandats. Peut-être qu'il y aurait un musée qui serait mort de faim, il n'y aurait plus personne dedans, mais il y aurait un musée. Alors qu'un festival du café-théâtre peut avoir des difficultés à durer 30 ans. Tu pourrais me citer les Francopholies de La Rochelle, mais là aussi, les Francopholies, c'est un festival éphémère, mais qui est énormément soutenu par la ville. Énormément. Mais bon. Et ça m'intéresse d'autant plus, c'est pas pour en remettre une couche, c'est que t'es un homme qui a une grande culture, en fait. Tu vois, Nantes, apparemment, les dernières fois que j'ai vu des chiffres, c'est 20% du budget pour la culture. Est-ce que c'est la crise des années 90 ? Bernard Baudouin est un acteur fort, de ce que j'en comprends, parce que je finirai par l'interviewer, plutôt sur une culture un peu élitiste, justement, un peu haut de gamme. Mais accessible, mais oui. peut-être moins sensible que toi aux habitants. Un peu plus institutionnel, mais enfin, pas institutionnel au sens institution, au sens exigence de qualité. Ouais. Et ça fait sans doute un lien entre vos deux. Comment est-ce qu'il disparaît ? Il était prof à l'école des mines, c'est l'exemple type de cadre supérieur qui habitait la ville à ce moment-là. Oui. Et sa carrière de prof à l'école des mines le prenait de plus en plus. Et donc il a arrêté d'être... Donc il a arrêté, oui. Et qui lui succède auprès de toi ? Alors, il y a eu Alain... Oh là, quel est l'intermédiaire C'est pas Jacques Longuet tout de suite ? Attends, il est parti quand Bernard Bon, je te reverrai pour confirmer là. 77, 83, 88. Il a dû partir en 89, Bernard. Donc il y a eu en avoir un dans l'intervalle. Mais je ne sais plus. On va s'excuser auprès de lui. Ma dernière partie, qui n'est pas très longue, c'est ça. C'est la cathédrale. Qui est un moment fort que tu cites dans ton livre également. Un moment fort, c'est... Je ne voudrais pas, puisque je te fais parler de culture... non pas le voir comme un moment religieux important, même si c'est quand même c'est aussi, pas rien. Est-ce qu'il y a un point commun avec ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est-à-dire c'est aussi c'est pas une initiative directement institutionnelle, ou c'est quand même plutôt l'évêché qui te rencontre, qui rencontre l'évêché? Ah non, au départ c'est l'évêque et moi. Qui en parlons? Oui,
je raconte ça dans l'histoire d'Évry. Un soir, on dîne chez Louis Launay avec l'évêque. Louis Launay qui est militant associatif fort. Oui, qui est hyper... Encore aujourd'hui. Oui, et qui a... Quand je suis arrivé ici, j'étais président en même temps de la mission locale, et Louis en était le directeur. Oui. À l'époque, ça s'appelait Centre d'éducation permanente. Enfin, donc je le connais et on a travaillé ensemble. Et donc, il nous avait invités tous les deux. Et je pense qu'il nous avait invités avec une arrière-pensée, d'ailleurs, parce que déjà, je taquinais l'évêque que j'aime beaucoup. Sur son côté chrétien des catacombes, parce qu'ils avaient des LCR en sous-sol d'immeubles. Qui était-ce ? Herbulot, le père Herbulot, qui est mon exact jumeau. En mandat. Il est arrivé évêque quand j'ai été élu ici, et il est parti la même avec moi. Donc oui, tu nous as raconté un peu ça, c'est-à-dire que cette logique de catacombe fait qu'on fait plutôt des constructions intégrées. Ce qui est aussi l'histoire de la ville nouvelle. Ce qui est aussi, mais c'est tout à fait, c'était la même chose. Et au bout d'un moment, je sentais, alors là, pour te rejoindre, qu'il fallait affirmer l'institution religieuse, quoi. En plus, il y avait le projet de mosquée qui déjà était annoncé à ce moment-là. Et donc, à ce dîner chez Launay, on parle comme ça avec l'évêque et je me moque un peu de lui en lui disant on en reste là. Et il me répond non, j'ai réfléchi, il faudrait quand même qu'on fasse une cathédrale. Et là, on s'est mis tous les deux à regarder comment on pouvait faire. Là où c'est plutôt amusant ta comparaison, là où tu es son jumeau aussi, c'est que tu vas faire la place des droits de l'homme. Ah ben, on a pensé le tout ensemble. La mairie en même temps, oui. Oui, moi je me suis dit, on fait le centre-ville dont on rêve depuis longtemps, avec, sur la modèle du village, avec l'église, la mairie, l'hôtel en face servira de café, et on a reconstitué la place du village. Ce qui m'intéressait, c'était que, tu vois, l'innovation associative, c'est celle qui t'amène autour d'une table. Je me dis que ça se trouve, c'est pas par hasard, dans une ville comme ça, qu'elle a été nourrie par des acteurs, en fait. Et... par contre, ce qui m'intéressait de te demander, c'est que je t'ai déjà questionné, c'est pas le jour, sur le choix de l'architecte, sur la façon dont ça s'est créé. Mais est-ce que tu peux nous redire, il n'était pas prévu initialement de musée ? Non. C'est une astuce, ça se dit aujourd'hui dans le financement. Tout à fait. C'est un coup de pouce de Jack Lang contre la possibilité pour l'État de financer... L'évêque a choisi Mario Botta sur la proposition du directeur des Pévry comme architecte, et j'ai immédiatement bondi en voyant son projet emballé tout de suite. Des Bruyères ? Non, c'est le directeur des Pévry, comment il s'appelle ? C'est Collot ? Après Collot. Oui, ça m'en revient aussi. Mais la proposition, vraiment, on a été emballé par ce qu'avait déjà fait Botta. On est allé voir quelques réalisations. Et oui, et donc on est... Alors le problème, c'est que l'Église n'avait pas d'argent. Oui. Et donc il fallait en trouver. Et on est allé montrer le projet, la maquette à Jack Lang. On garde tous le souvenir ému, le Lang se couchant par terre, parce que la maquette était posée par terre et il voulait la voir en vraie dimension. Il s'est couché, il est emballé. Il a dit, je vais vous aider. Là, c'est ton réseau, c'est-à-dire qu'en tant que militant socialiste, tu arrives à le voir. Je connaissais Lang, oui, Oui, ça joue. Ça joue. En même temps, alors Jack, il avait cette qualité, c'est d'être disponible, de sentir les trucs aussi. Est-ce que, à nouveau pour te taquiner, c'est presque la fin, tu dis que cette ville est construite dans une époque de crise, est-ce que vous vous emballez pas à construire un truc géant à un moment où personne n'a d'argent ? Il y avait de ça. Et alors, est-ce que c'est un choix pour quand même donner l'impression que vous êtes toujours riche, ou est-ce que c'est une folie de jumeaux ? Non, c'est pour envoyer un signal de non-crise. C'est pour envoyer un signal de non-crise, ça clairement. Ce qui est une partie de poker, parce que tu peux encore plus endetter... Ah ben non, mais la ville n'a pas mis un rond dans la cathédrale. On a vendu le terrain pour un franc symbolique, oui. Mais on n'a pas mis un rond dans la cathédrale.
Et l'État y a apporté, pas grand-chose d'ailleurs, que l'Église a remboursé finalement. Oui. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas mis un centime dans la cathédrale. Mais il en a mis au début, c'est pour le musée. En créant dans l'intervalle des murs, ici, voilà, en créant un musée, un espace musée national, donc payé par l'État, qui a permis de réduire de 15% à peu près le coût de construction de la cathédrale. Là aussi, c'est plutôt toi qui es, entre guillemets, extérieur à ça, enfin, indirectement... c'est pas un musée, c'est une astuce pour avoir un élément dans le... On avait un projet de musée d'art sacré réel. Parce que on le voit bien sur ça. Oui, oui, on le voit bien. On a l'impression que, tu vois, je parle de symbolique, mais que ce musée s'appelle de l'Ouvrier, c'est pas du tout adapté à un musée d'art sacré. Ah, c'est gentil pour Paul de l'Ouvrier que tu as dû croiser. Que j'adore. Et qui est un homme important exceptionnel. Et en même temps, pour un... Alors, le laïc que tu es, est-ce qu'un musée d'art sacré dans une cathédrale, ça te semble... Ah, mais je suis laïc, mais j'attache beaucoup d'importance à la présence des religions dans le monde, dans le monde passé et présent. Et donc, tu veux dire que le fait qu'il y ait un musée d'art sacré te semble un projet... Il n'y en avait pas en France, donc ça me semble un projet qui a un sens. Plus de l'histoire de la ville nouvelle à ce moment-là? Non, c'est lié au fait que c'est dans la cathédrale, évidemment. Oui. Tu veux dire que ça aurait pu, encore aujourd'hui, si on se place dans le futur, avoir un sens que d'avoir un musée qui pense le sacré dans notre époque? Et qu'aujourd'hui, ça pourrait être même... oui, je pense même que c'est une ressource encore plus important aujourd'hui qu'hier. Parce que, à force de le nier, on le fait renaître sous les pires auspices. Il me semble que c'est pas une piste négligeable. Non, non. Les œuvres d'art, c'est ma dernière question, les œuvres d'art dans le musée, dans la cathédrale elle-même, elles sont toutes fabriquées et décidées par l'évêché, en fait. Comme l'évêché, on connaît l'histoire, a lancé une collecte sous les conseils d'ailleurs du directeur de cabinet de Jack Lang, qui avait monté ensuite un petit cabinet de conseil dans ce domaine, et à la surprise générale, a ramassé beaucoup plus d'argent qu'ils ne le croyaient. Donc ils ont pu payer la totalité de la construction, rembourser l'État pour le volume musée d'art sacré, et ils avaient encore de l'argent après, donc ils ont pu acheter les statues, les tapisseries, qui sont en plus, c'est là où je voulais en venir, de l'art vraiment très contemporain, parce que c'est Garouste, c'est... Oui, on voulait, enfin, on en parlait beaucoup avec l'évêque, on voulait de l'art contemporain. Finalement, c'est le prof d'histoire de l'art qui te parle, il n'y a pas beaucoup d'art contemporain sur la ville nouvelle. À ce moment-là, dans les années 90, il est là. Il n'y en a plus en commande publique. On n'en fait plus, enfin un petit peu en commande publique dans les écoles, quoi, mais pas grand-chose, oui, en effet. Et finalement, si on veut voir de l'art contemporain, mais même après... C'est dans la cathédrale. Voilà, et il date des années 90. Oui. De ce point de vue-là, le rapport aux arts visuels, arts plastiques contemporains dans la ville nouvelle, il est concentré à un endroit et c'est pas toi qui l'as créé. Non, c'est... Eh bien, je te verrai une 5e fois pour la fin de cet épisode. Ça a l'air d'être une conclusion sur un manque, mais je te remercie.